Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. George Weah, président du Libéria. L'ancien Ballon d'Or a officiellement succédé ce lundi à Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix 2011. Le nouveau chef de l'État promet de libérer l'économie du pays en luttant contre la corruption. De 3,6% en 2017, la croissance économique de l'Afrique pourrait atteindre 4,1% en 2018. C'est du moins ce dont fait état le rapport de perspective économique pour le continent de la Banque africaine de développement. Et le programme alimentaire mondial réduit de 25% la ration alimentaire des réfugiés au Rwanda. Une véritable crise humanitaire qui se dessine pour plus de 130 000 réfugiés congolais et burundais. Des pelouses à la présidence du Libéria, il a enfin réalisé son rêve. La légende du football George Weah est depuis ce lundi président du Libéria. Devant une foule en liesse, le successeur de Ellen Johnson Sirleaf a officiellement prêté serment, une première transition démocratique depuis 1947. Marcel Farba-Maroun. C'est devant plus de 35 000 personnes que le nouveau président de la République du Libéria, George Weah, a prêté serment lundi 22 janvier 2018 au stade Samuel Kanyando de Monrovia, qui refusait déjà du monde plusieurs heures avant le début de la cérémonie officielle. À côté de son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne légende du football a rappelé son principal but, celui d'unifier tout un peuple touché par plusieurs années de guerre civile. Il faut dire que cette passation de pouvoir pacifique entre deux présidents élus est la première au Libéria depuis 1944 entre les présidents Edwin Barclay et William Tubman. Merci de m'avoir fait confiance. Nous avons la responsabilité de fournir les efforts pour construire un Libéria nouveau. Ce sera ma tâche, mon devoir et un honneur de conduire ce pays vers l'unité nationale. D'un point de vue économique, le président George Weah a également réitéré sa promesse de campagne, celle de transformer le Libéria en profondeur grâce au secteur privé. Une stratégie qui s'orientera vers les investissements privés qui, à terme, remplaceront l'aide au développement. Je pense que c'est un discours très responsable. Parce que vous savez, les périodes de l'aide publique au développement sont les périodes de plus en plus déjà les périodes révolues. Aujourd'hui, la doctrine au niveau de l'économie internationale, ce sont les partenariats publics-privés. C'est une stratégie pour être payante. Et à travers l'économie, le Libéria pourra se réconcilier lui-même. S'il y a des emplois, s'il y a la stabilité sociale, il est évident que la réconciliation deviendra elle-même. Mais la carte économique pourra notamment permettre à la carte politique de se jouer en plein temps au Libéria. Voilà ce que je pense par rapport à cette approche. George Weah avait largement remporté l'élection présidentielle du 26 décembre 2017 qu'il briguait face au vice-président sortant du Libéria, Joseph Boakai, après avoir obtenu 61,5% des suffrages exprimés. Assassinat, séquestration ou encore détention illégale d'armes de guerre, voilà quelques-unes des accusations pour lesquelles Rodrigue Ngaïbona a été condamné aux travaux forcés à perpétuité en Centrafrique. Surnommé le général Andilo, il est l'un des leaders anti-Balaka, la milice d'autodéfense. Il est considéré comme premier acteur de la crise qui a ravagé le pays de 2013 à 2015. La défense, qui juge ce jugement scandaleux, annonce qu'il irait en appel. La Banque africaine de développement a publié le 17 janvier son rapport de perspectives économiques pour l'Afrique. Elle table ainsi sur un taux de croissance de 4,1% pour cette année 2018, une nette augmentation par rapport à l'année 2017 qui a connu une croissance de 3,6%. Cheikh Omar Bandaogo. De 3,6% en 2017, la croissance économique de l'Afrique devrait s'accélérer pour s'établir à 4,1% en 2018 et 2019. Cette prévision ressort du rapport de perspective économique de la BAD, la Banque africaine de développement. Le rapport rendu public le mercredi 17 janvier 2018 fait noter néanmoins des disparités selon les régions du continent. L'Afrique de l'Est demeure la sous-région dont la croissance est la plus rapide. Elle devrait rester dynamique et atteindre 5,9% en 2018, puis 6,1% en 2019. La croissance de l'Afrique du Nord devrait s'accélérer pour atteindre 5,1% en 2018, puis ralentir pour s'établir à 4,5% en 2019. Celle de l'Afrique australe devrait augmenter pour s'établir à 2% en 2018, puis 2,4% en 2019. La croissance en Afrique de l'Ouest devrait s'accélérer pour s'établir à 3,6% en 2018 et 3,8% en 2019. La région d'Afrique centrale a continué à enregistrer des résultats décevants malgré le rétablissement du prix du pétrole. La reprise modérée en République du Congo stimulera la croissance dans la région qui devrait se rétablir pour atteindre 2,6% en 2018 et 3,4% en 2019. À l'échelle continentale, le taux de croissance connaît une évolution depuis 2016, année à laquelle elle était chiffrée à 2,2%.
Une amélioration qui, selon la BAD, résulte de plusieurs facteurs, notamment le rétablissement des prix des matières premières, une demande intérieure soutenue en partie par la substitution des importations et enfin l'amélioration de la production. Selon les économistes, cette progression peut être maintenue sur des années. C'est de renforcer le commerce intra-africain, c'est de s'arrimer aux grands projets internationaux. Ensuite, maintenant, poursuivre les investissements en matière d'infrastructure, faire en sorte aussi que le système financier africain, par lui-même, par les grandes banques aujourd'hui qui ont atteint une certaine maturité, porte aussi le financement de l'économie africaine. Selon les estimations, la croissance économique mondiale devrait, elle, augmenter de 3,6% en 2017 et 3,7% en 2018. Jusqu'en 2017, l'Union africaine dépendait à 80% de l'aide extérieure. Dans les réformes adoptées dès 2015, l'autofinancement occupait une place prioritaire. Toutefois, jusqu'ici, le mécanisme n'est pas encore effectif. À quelques jours des travaux de la 30e session ordinaire de l'organisation continentale, des experts tablent sur les entraves à l'autofinancement. Corinne Kamsefem. Dans sa quête d'une véritable souveraineté financière et politique, l'Union africaine a adopté en 2015 le principe de retenue d'une taxe de 0,2% sur certaines importations dans les États membres. À quelques jours de la 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement, le bilan est mitigé. Une quinzaine de pays sur les 55 que compte l'institution continentale sont favorables au versement de la taxe pour renforcer la ressource propre de l'organisation. Cette formule devrait pourtant rapporter 1,2 milliard de dollars annuellement à l'Union africaine. Il y a des sanctions pour les pays qui refusent de s'acquitter financièrement de leurs cotisations. Premièrement, les pays qui ne payent pas leurs cotisations par le biais de la redevance, la première chose qui peut leur être faite, d'après l'acte constitutif, c'est de leur retirer leur droit de parole au sein de l'Union africaine. Deuxièmement, si ça continue, il y a possibilité de leur refuser le droit de vote au sein de l'Union africaine. Et enfin, troisième et dernière étape, qui en général est celle qu'on évite le plus, c'est qu'ils soient suspendus de tout et même expulsés de l'Union africaine. Avant cette réforme, pour son financement, l'Union africaine dépendait à 80% des donations étrangères avec un impact perceptible sur son efficacité. Il me semble que il n'y a pas que la taxe. Là, il y a également la taxe sur les aéroports, sur les billets d'avion qui avait été retenue et qui semblait quelque chose de plus facile à mettre sur pied. C'est-à-dire que les caisses de l'Union africaine seraient financées directement à partir des collectes qui sont prises sur les billets et sur les entrées dans l'espace africain. Et ainsi, l'Union africaine aurait de l'argent chaque mois au moins qui viendrait de ces financements-là. Au cours d'une réunion entre Paul Kagame, qui dirige les réformes institutionnelles de l'Union africaine, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il y a une semaine à Kigali, il a été donné de constater qu'à ce jour, les États membres n'ont pu verser que 21,5 millions de dollars, un fonds qui a permis de financer certaines activités de prévention et de médiation des conflits. C'est une véritable crise humanitaire qui se dessine pour 100 000 réfugiés congolais et burundais au Rwanda. Pour des raisons de fonds limités, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat pour les réfugiés ont annoncé le 11 janvier qu'ils réduisent de 25% leur aide alimentaire. Corinne Kamsefem. Ils sont plus de 100 000 à avoir fui les troubles au Burundi et en République démocratique du Congo, leur pays d'origine, pour se réfugier au Rwanda. Aujourd'hui, ces réfugiés sont pris au piège de la faim. Le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat pour les réfugiés ayant annoncé qu'ils réduisent de 25% l'aide alimentaire à ces réfugiés. Des voix, à l'instar de celle du directeur du Programme alimentaire mondial au Rwanda, Jean-Pierre de Magerie, s'élèvent pour solliciter des gestes de solidarité à l'endroit des réfugiés. Nous remercions les bailleurs de fonds pour leur générosité et leur soutien continu, tout en les exhortant à continuer de financer l'aide humanitaire afin que nous puissions fournir aux réfugiés l'assistance dont ils ont besoin.
Évoquant une rareté de fonds dans ces caisses, le Programme alimentaire mondial PAM avait déjà réduit de 10% la ration alimentaire des réfugiés dès novembre 2017. Le PAM fournissait jusqu'alors 16,95 kg de nourriture à chaque réfugié mensuellement. Aujourd'hui, le pire est à craindre pour 90% de ces réfugiés qui vivent essentiellement de l'aide alimentaire. Il y a au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau supérieur, les nations donatrices peuvent décider d'une augmentation. Les États-Unis ont réduit leur participation, des pays comme la Chine, comme la France, comme le Japon ou comme l'Inde. On peut voir du côté de tous les autres BRICS peuvent décider, n'est-ce pas, d'augmenter leur participation. Il faut aller à l'inclusion sociale. Et l'Afrique, les pays africains donnent déjà le bon exemple. Au Tchad, par exemple, les réfugiés s'installent, partagent leur savoir-faire avec les populations locales. Ils participent au développement local et des sociétés dans lesquelles elles s'installent. Le gouvernement rwandais, qui redoute une catastrophe humanitaire, envisage des solutions durables pour ces réfugiés. Ainsi, le ministère rwandais de la gestion des catastrophes et des questions des réfugiés s'oriente vers une stratégie qui va privilégier l'autonomisation de ces populations vulnérables. À la page sport, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, se poursuit au Maroc. Ce lundi, la Zambie et la Namibie se disputaient à Casablanca la première place du groupe B. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul, un but partout. La Zambie, première du groupe, grâce à la différence de but, affrontera le Soudan en quart de finale le 27 janvier à Marrakech. Dans l'autre match du jour, Côte d'Ivoire-Ouganda, les deux équipes se sont neutralisées. Et voici le programme de ce mardi. Le Rwanda affrontera la Libye à 19h GMT. Autre rencontre très attendue, le Nigeria, grand favori de cette compétition, fera face à la Guinée équatoriale également à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.